Alors moi, je viens d'esthétique, j'ai fait ma thèse donc, sur le visage en sciences et technologies des arts. Alors nous, on a un mot pour parler du visage, c'est le portrait, mais ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler, mais plutôt de cet effet d'extériorisation du visage, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai intitulé ma communication. Donc l'extériorisation du visage des masques au selfie. Et c'est bien dommage que David Le Breton ne soit plus là, parce que la conception du masque que je vais aborder n'est pas celle moderne qu'il a lui abordée en l'associant à ce qui dissimule, cache, etc. Donc en un siècle et demi, le visage, quasiment inexistant au niveau des foules, est désormais partout et tout le temps. Le phénomène des selfies, donc ces pratiques massives d'autoportrait en ligne, atteste de son engouement toujours renouvelé, mais renvoie également à la narcose permanente qui s'installe à son encontre. Le visage contemporain ne saurait en effet être envisagé sans prêter une égale attention au milieu technique dans lequel il s'invente. Car si de nos jours ces derniers vivent l'épreuve d'une dissémination quotidienne, s'ils circulent sur les réseaux ou se diffusent d'appareils interconnectés à d'autres, et ce en toute banalité, quiconque s'interroge sur ses origines, et plus précisément sur la possibilité qu'a l'homme d'être pour lui son propre observateur, admettra qu'il s'agit d'un événement relativement récent et pour le moins singulier. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, alors que se met en place une société industrielle hautement appareillée, la sphère interfaciale, à partir de laquelle les hommes vérifient leur identité dans le regard de l'autre, se trouve impliquée dans un dispositif de machine de vision. La commercialisation des miroirs, de même et surtout que l'invention de techniques d'enregistrement et de reproduction, comme la photographie, permettent pour la première fois dans l'humanité à chacun de se voir, mais surtout d'avoir un visage, c'est-à-dire de l'échanger, de le collectionner et à terme de le manipuler. Cette nouvelle mémoire du visage marque une rupture en ce que, reproduite par un appareil, elle devient donc transmissible de génération en génération et accumulable. Elle s'inscrit de ce fait dans une économie de flux qui renégocie le rapport à soi et à autrui, de même que sa temporalité et sa spatialité. Cette médiation technique signe le basculement du visage, avec un grand V, vers des visages, qui désormais circulent, se diffusent, se stockent, se doublent d'une fétichisation, voire d'un inconscient technique, mais qui de même s'ouvrent au monde, traversent la sphère intime, deviennent l'objet d'appropriation, de constructions et de déconstructions identitaires. Devenue une archive, un document comme les autres, les visages contemporains paraissent indexés aux appareils qui les font apparaître. La face se détache. Elle devient une sorte d'organe artificiel, à la fois masque et support des processus d'individuation psychiques et collectifs. Du visage greffé au visage numérisé, la singularité peut donc être comprise à l'aune de ce processus d'extériorisation industrielle né avec la modernité. Au fond, le problème de la singularité ne serait pas tant celui de son externalisation intensive ou de sa réduction à des données numériques que celui d'un retour toujours problématique à soi, c'est-à-dire d'une réappropriation de cette image en échappée. Afin de penser la singularité dans le contexte technique et technologique dans lequel le visage est de nos jours associé, je soulèverai 3 points. Le premier consiste à redéfinir le visage à partir d'une lecture technique permise par le milieu des appareils dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une fois posée la dimension économique et technique du visage, reste en analyser précisément son caractère d'extériorisation. La multiplication des visages au tournant du XXe siècle semble faire remonter à la surface cet oubli initial qui fait de l'homme un être essentiellement constitué par ses artefacts. De là sera interrogée, si j'en ai le temps, la dimension politique de cette mise en lumière, en insistant sur la nécessité d'un espace des apparences comme lieu de persuasion mutuelle,
dont la loi la plus fondamentale serait celle d'un expose-toi. J'en viens donc à mon premier moment intitulé « Le visage appareillé ». L'histoire du visage pourrait être comprise comme l'histoire d'un oubli de ses origines. Cette histoire débuterait, non-on à l'époque des premiers hominidés, dont la gueule animale se trouve de manière progressive protractée vers le visage humain, mais à ce moment particulier où l'homme se tient à la fois en soi et en dehors de soi, dans une relation spéculaire où un sujet visage fait l'expérience de son autre, son objet visage. Outre une réflexion sur l'altérité ou la rencontre interfaciale, première donc dans la construction et la reconnaissance de soi, la singularité de l'homme se précise à travers ses médiations techniques. L'homme n'a accès à sa figure que par l'intermédiaire d'un objet séparé de lui, tel qu'un miroir, une image ou tout autre écran de projection. Depuis sa première mise en image par la photographie, le visage se présente comme une rétention matérialisée. Non pas qu'il soit une pure invention du XIXe siècle, mais il acquiert avec la photographie un statut indiciel en devenant une trace, soit l'empreinte lumineuse d'un individu ayant été là, pour parler comme Barthes. Quand d'autre part, il démocratise un genre, le portrait, autrefois réservé à une certaine élite. Cette mise en image du visage peut être entendue comme une extériorisation de la face. Un peu comme l'écriture transforme un flux de paroles en un discret spatial. Aussi est-ce à la question de la pharmacologie de ces techniques d'apparition que les visages modernes et contemporains s'exposent. À l'encontre de ce que pensait Walter Benjamin, il faut bien admettre que les visages se soumettent dorénavant à une valeur d'exposition, avec le risque toujours effectif d'un recouvrement de l'appareil par le dispositif. Si l'appareil est ce qui donne son apparat à l'apparaître, le dispositif en est le programme qui en réglemente la visibilité. L'appareil est ce qui prépare le phénomène à apparaître. Associé à l'apparat, la cérémonie ou la prothèse, il renvoie donc à un équipement cosmétique qui ne saurait être second ou superficiel. Ce que les techniques modernes auront révélé, dans leur spécificité mécanique et industrielle, est bien cette médiation technique par laquelle l'homme construit sa singularité et, ou inversement, se voit imposer une identité qui l'assujettit, au double sens du terme d'assujettir. Non seulement ces techniques développèrent le goût des individus pour leurs propres images, mais parce qu'elles ont transformé le statut même de ce qui apparaît, modifièrent la perception des singularités. De la photographie d'identité élaborée par Alphonse Bertillon, des mises en scène des hystériques par le neurologue Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, en passant par le portrait-carte de Disdéry, les visages devinrent le reflet des idéologies judiciaires, scientifiques ou bourgeoises accompagnant cette période de nomenclature et d'optimisation des flux. La réduction photographique à un ordre mécanisé et strié assistait l'entreprise administrative de cette époque, tout comme elle répondait à une standardisation des modes de production. Fruit d'un complexe écotechnique, chaque visage devait rentrer dans sa case. Chaque singularité devait répondre à un programme de visagéification qui correspondrait à la fonction qui lui était assignée. Devenu un flux comme les autres, l'objet visage devenait le subjectile de toutes les projections fantasmatiques, capitalistiques ou disciplinaires de la modernité. Fondamentalement, toute révolution technique transforme le sujet du savoir, mais transforme également les processus par lesquels l'être se donne à voir. Le pouvoir sur la vie, par la représentation, ne modifia pas la morphologie du visage, mais bien la singularité de celui qui était mis en image. L'homme devint l'objet d'un regard scientifique, outillé par un médium dont la neutralité n'avait de manifeste que le nom. En ce sens, la photographie ne se contenta pas d'accompagner les discours positivistes en lui fournissant une preuve ou un moyen de transmission du savoir. Elle modela en retour le regard et les imaginaires scientifiques
tout comme elle informa le sujet dont elle fixait les traits. Dépassant le cadre objectif des expérimentations, elle devint un écran de projection à partir duquel une existence intériorise les schémas bien souvent présélectionnés et stéréotypés. Ainsi en est-il de l'hystérique, comme l'a très bien examiné Georges Didier Huberman, mais aussi de la figure du bourgeois, dont la portraitomanie, comme on l'appelait à l'époque, n'est pas sans rapport avec la selfomanie qui sévit aujourd'hui. La production technique des visages peut alors se concevoir comme une perte ou une prolétarisation au sens où l'entend Bernard Stiegler, tandis que le visage bourgeois sortait de la sphère intime et circulait de main en main sous la forme des cartes de visite de Disdéry. Il se pliait bien davantage à un idéal d'intégration, où tout était savamment orchestré, millimétré et conforme à un modèle de référence. Et je regrette de ne pas avoir d'image parce que vous verriez que tous les bourgeois, en fait, vont se faire photographier, mais posent de la même manière, sont habillés de la même manière, avec le même décor en fond. Donc vraiment, tout correspond à un stéréotype. Et donc, une production standardisée aussi, ce que je n'ai pas précisé, présupposant aussi que c'était un petit peu connu, c'est que Disdéry a mis en place donc, ce format carte de visite qui permet sur une même plaque d'avoir un tirage un peu comme un photomaton. 12 ou 6 photos peuvent se mettre sur la même image. Je reviens à mon texte. Il n'était donc plus question de singularité, mais de particularité, d'un mode de production plus que de reproduction, visant un sujet préconstituant, le bourgeois, et non se constituant. Ainsi prolétarisé, le visage bourgeois était privé du savoir-faire par lequel il acquiert une autonomie qui le rend propre à soi. L'invention concomitante d'un milieu appareillé et de l'émergence du visage des masses, elle-même contemporaine de la naissance de la figure de l'homme dans les sciences humaines, joue un rôle primordial dans l'évolution des techniques et des visages. Cette origine réciproque, pourtant abordée dans les études sur le portrait photographique, a tendance à minimiser, voire évacuer la spécificité technogénétique qui accompagne les processus de subjectivation. Parce que l'objet visage est le produit d'un complexe technique et économique, il est probable que ce dernier suive et adopte l'évolution de la technique qui le supporte et ses imaginaires. De là découle un inconscient technique du visage dont les croyances et les imaginaires liés au médium se plaquent sur la perception de la singularité des individus. J'en viens maintenant à mon deuxième moment, intitulé « Le masque, un organe artificiel ». À ce stade, il serait néanmoins réducteur de considérer le visage appareillé sous la forme unilatérale d'une perte ou d'une réification. J'aimerais à ce titre attirer votre attention sur le retour des masques et des mascarades dans la création artistique au tournant du XXe siècle, donc dans l'époque qui suit l'invention du visage appareillé par la photographie au milieu du XIXe siècle. Ce moment me semble être le signe d'un malaise profond né de la multiplication et de la standardisation des visages à l'époque moderne. Les démarches de mise en scène de soi que l'on retrouve par exemple chez Claude Cahun ou Cindy Sherman, pour ne citer qu'elles, paraissent à la fois comme une tentative d'une réappropriation de cette image en échappée, comme le moyen de défaire une identité assignée par avance. Parce qu'on sait qu'à l'époque, au XIXe siècle, tout l'enjeu de la photographie d'identité et de la construction du visage est précisément d'assujettir, de donner à un sujet une identité, l'homme, la femme, le riche, le pauvre, le bourgeois, etc. L'artiste Claude Cahun, né en 1894 sous le patronyme Lucie Schaub, développe une pratique exemplaire de l'autoportrait photographique comme écriture de soi. Ces différents masques apparaissent comme le moyen de devenir autre, de s'extirper d'une identité figée, en affirmant le désir de s'approprier un nouveau visage qui serait, lui, choisi et modelé en toute liberté. Quelques années plus tard, au milieu des années 80, l'américaine Cindy Sherman poussait encore plus loin cette pratique de la mascarade en s'inventant dans la multiplicité des rôles que lui propose la sphère médiatique. Son visage tend peu à peu à se réduire à une pure image, une image parlant à d'autres images, sans plus de retour problématique vers soi. Elle n'interroge plus sa condition de femme, par exemple.
C'est donc un visage devenu signe, une surface sans profondeur. Et l'on pourrait continuer tous ces exemples en reparlant justement de Nancy Burson que vous aviez évoqué ce matin. Et je voulais justement pointer le fait que cette série dont vous avez parlé, où on voit donc ces mamans avec leurs enfants et des déformations, s'accompagne d'une autre série qu'elle a faite. Elle a été une des pionnières en fait des photomontages avec l'apparition du numérique, et elle était associée au MIT de Boston. En fait, elle travaillait avec des ingénieurs pour mettre au point justement des visages qui seraient toujours dans une espèce d'entre-deux, à la fois hommes et femmes. Donc vraiment toute cette période de l'art contemporain du XXe siècle jusqu'aux modifications du visage de Orlan, qui se fait greffer des pommettes de silicone sur les tempes, vise en fait une déconstruction de l'identité telle qu'elle a été mise en place par la modernité et une reconstruction de son visage, donc d'une nouvelle singularité. Bref, tout se passe. Et juste pour la petite anecdote assez sympathique à souligner concernant Nancy Burson, c'est que le logiciel de vieillissement qu'elle a mis au point a été racheté par le FBI pour justement essayer de retrouver des enfants qui se seraient fait enlever. C'est assez intéressant de voir comment l'art et tout ça fait des ponts un peu partout. Bon, revenons. Tout se passe alors comme si d'une quête existentielle aux fictions du moi, donc avec l'idée de la mascarade et du masque, ce jeu du masque, le jeu, se déplaçait vers une prise en compte de sa nature égotechnique. Se pose dès lors la question de ce retour vers cette figure canonique qu'est le masque, qui, rappelons-le, est également à l'origine des catégories de personne et de moi. Cette schise par laquelle l'homme s'apparaît lui-même et adopte l'image projetée que lui renvoie la photographie au point de se confondre avec elle, s'inscrit en effet dans le long processus d'une extériorisation de la face qui débute, non tant avec la période moderne, mais au seuil de notre civilisation occidentale. J'insiste sur l'occidental. Le prosopone grec, qui signifiait autant le visage, le masque, que la façade d'un bâtiment, connut une évolution sémantique complexe, nourrie de controverses, jusqu'au moment où il désigna une personne, avec toute l'ambiguïté lexicale entre la présence et l'absence que conserve en français le mot personne. Il n'y a personne. À travers cette catégorie, ce sont celles de moi, de sujet, d'identité ou de singularité qui s'identifièrent lentement jusqu'à nos jours. Par opposition, les opérations de dévisagéification, de défiguration, de defacing en anglais, reviennent à remettre en cause ces mêmes catégories. Marcel Mauss a largement contribué à défaire le présupposé selon lequel l'idée de personne, et qui plus est celle de moi, était naturelle, innée ou universelle. La formation de cette notion, et avec elle tout ce qu'elle contient de propre à l'homme, s'est imposée comme catégorie de l'esprit à travers un long cheminement, en filiation avec l'idée de personnage masqué. Si chez les Grecs, le masque révèle plutôt qu'il ne dissimule, s'il se confond avec le visage, il devient, au contact des latins puis des grandes religions monothéistes, une figure opaque qui fut associée à la figure du daimon, expliquant sans doute la disparition dans l'histoire de l'art du visage au profit des icônes, jusqu'à leur réapparition avec l'humanisme du Quattrocento. J'aurais bien aimé un petit peu revenir sur la représentation du visage dans l'histoire de l'art, parce qu'on constate justement que c'est quelque chose qui arrive très tardivement. Que les animaux, d'ailleurs, ne représentent pas leur face, visage. C'est peut-être là où on peut penser, se demander en fait. Bon, ça soulève des questions. Reste que dans les institutions latines, la persona, qui est l'ancêtre direct de notre personne, prit un premier caractère moderne en acquérant un rôle et une identité sociale. Ainsi, à Rome, la persona, qui n'était jusque-là qu'un personnage, résolu par les masques, les danses ou les rituels, devint un fait fondamental et universel du droit des citoyens. Avoir une personne signifiait en premier lieu posséder une personnalité juridico-politique, à l'image des masques de cire que chaque famille patricienne conservait dans l'atrium de leur demeure, un peu comme le bourgeois qui décore sa maison de ses portraits, ou comme les galeries virtuelles que sont Facebook, Instagram, etc.
Par la suite, l'individu n'a pas eu une personne, il est devenu une personne. Ce détour historique, rapidement brossé, conforte l'idée selon laquelle l'élaboration de la notion de personne articule une logique de l'apparat et du préparatif, où le paraître l'emporte sur l'être. Au fameux « connais-toi toi-même » se substitue un « complète-toi toi-même ». L'individu se doit de devenir ce qu'il est en s'appropriant cette image désormais extériorisée que lui réfléchit le miroir, que lui propose la photographie, que lui imposent les médias. De là résulte la meilleure compréhension de la personne et le défi pour chaque homme de se construire comme tel. De même, elle montre l'inanité d'une conscience qui serait première et médiatrice dans la construction de l'ego, à l'instar du cogito cartésien. Ici s'amorce l'idée prométhéenne d'un défaut d'origine, où l'homme, pour se penser comme tel, s'invente dans ses artefacts. De la prothèse à l'apparat se pose la question de cet oubli initial qui fait du visage le commencement d'une ontogenèse capable d'assumer entièrement la dimension prothétique de son existence. Le masque est l'une de ces institutions d'organes. Il est la manifestation archaïque de cette autre mémoire, non plus biologique, mais précisément mémotechnique. À partir de ce moment, le visage s'invente comme personne et comme prothèse. L'homme n'est homme, écrit Stigler, que dans la mesure où il se met hors de lui-même, dans ses prothèses. Avant cette extériorisation, l'homme n'existe pas. La prothèse, comme le masque ou le prosopone, est littéralement ce qui est posé devant. Si l'homme a inventé la technique, il est donc tout aussi légitime de dire que la technique invente l'homme et participe à l'élaboration de sa singularité. Tout à l'heure, André Le Breton disait quelque chose qui ressemblait à « plus nos sociétés sont individualistes, plus on constate qu'il y a de visages ». Moi, j'aurais plutôt tendance à dire « plus il y a de visages, plus finalement les hommes prennent conscience de leur identité, de leur singularité ». Les avatars, la dissémination de nos traces sur les réseaux, les greffes de visage contribuent donc à façonner notre singularité. Mais de même que chez les Grecs, les hommes avaient pour interdiction de se mirer dans ces plaques de métal poli que leur renvoyaient leurs images, car ils prenaient le double risque d'une fermeture sur soi et d'une quasi-chosification par l'assimilation à l'objet qui le reflétait, donc ces fameuses plaques de métal poli. Ce sont bien les imaginaires et les croyances associées aux techniques qui perturbent l'appropriation de cette extériorisation du visage. À ce propos, j'en discutais ce midi, tandis que donc l'homme grec avait interdiction de se regarder dans ses plaques, la femme, elle, qui était réservée au foyer et qui d'ailleurs n'était qu'un homme imparfait, une espèce de chose-objet, avant son mariage, avait pour impératif de se regarder dans ces espèces de métaux polis pour justement bien intégrer le fait qu'elle n'était rien d'autre qu'un objet. Close topic. Plus que le simple prolongement d'une capacité humaine limitée, l'appareillage est un élément de création de soi. L'appareil innerve le corps. Approprié, il est un élément de création mobilisant le devenir d'une singularité. L'innervation, comme l'appropriation, vise donc l'adaptation d'un objet à un destinataire ou à une fonction précise, biologique, sociale, en vue de le rendre propre à soi. Toujours donc un effet d'extériorisation avec une intériorisation qui serait finalement première. La construction de sa singularité passe ainsi par un ensemble de techniques de soi qui sont autant de surfaces d'inscription de la mémoire, cependant que la projection de soi dans le masque prothèse resserre la vision sur une quête d'autonomie. Assuré de lui-même, l'individu évacue peu à peu l'autre et se donne sa propre loi. La relation spéculaire entre un sujet visage et son objet visage assure donc une fonction d'interface au sens technologique du terme. J'en viens donc à mon dernier moment, j'ai le temps? Très bien. Donc, moment intitulé « L'espace des apparences ». La démocratisation du visage, permise par la photographie, avant de se penser comme une popularisation conduisant à des effets de saturation ou de réification, où la reconnaissance ne procède plus que d'un fichier de police,
ouvre cependant des possibilités inédites d'écriture ou de technique de soi, comme l'auront fait les artistes s'emparant de la photographie ou de cette image qu'est le visage. Mais elle active également une scène du paraître où se négocie une politique du commun redéfinissant les contours de notre être ensemble. L'invention de la politique en Grèce antique correspond à l'ouverture d'un nouvel espace où des hommes agissent et interagissent, entrent en relation. En délimitant un espace de projection comme l'agora ou le théâtre, l'Antiquité rendait public ce qui demeurait dans le domaine du sacré. La politeia devenait chose publique, res publica. Manifestant à la fois leur unicité et la communauté qui les lie, les hommes firent émerger un espace des apparences à travers lequel l'action et la parole pouvaient s'organiser. Bien que Hannah Arendt critique l'assimilation de la technique à l'humain, sa conception de la politique semble révélatrice de ce que peut un visage compris comme extériorisation et exposition. La politique, selon Arendt, prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes, donc dans quelque chose de fondamentalement extérieur à l'homme. C'est encore, selon Arendt, la pluralité humaine, au double sens d'égalité et de différence, qui est la condition sine qua non de la politique. La pluralité ne saurait en outre se réduire à une multiplication d'un même modèle, des particularités reproductibles, faute de quoi il n'y aurait pas de place pour l'action. C'est donc la séparation qui relie et la capacité de faire du lien sur et à partir de la division. En cela, l'irruption des foules, donc contemporaine également de l'invention de la photographie au XIXe siècle, c'est le début d'une société industrielle, le début des grandes métropoles, des chemins de fer, donc des allers-retours, d'une mobilité, de flux, etc., de marchandises. Donc l'invention du visage à ce moment-là correspond aussi au besoin d'identité et de coder tout cela. Et donc moi, tout ça, ça me fascine de voir comment ce milieu appareillé, donc où intervient aussi l'intrusion des miroirs dans les demeures, organise ensuite un espace comme ça où tout va mettre en place, tout va faire apparaître un visage. Bon, tout ça pour dire que l'irruption des foules, en tant qu'agrégat dense et informe, n'est pas en elle-même politique. Il faut attendre la disparition des masses pour que s'élabore l'agir politique en termes d'apparition, au sens où il est possible de donner aux autres une apparence, une singularité, en un mot, une parole et un visage. Tandis qu'Arendt postule la neutralité et la nudité de cet espace, qui accueillerait indifféremment et immédiatement tous ceux qui viennent s'y exposer, Jean-Louis Déotte souligne la nécessité de penser les conditions de possibilité technique ou appareillée de l'être ensemble. Faisant une lecture benjaminienne de la politique chez Arendt et poursuivant les thèses de Jean-Luc Nancy sur la comparution, il précise que l'action politique est indissociable de sa mise en spectacle, selon une temporalité qui serait partagée et simultanée. La comparution consiste donc à s'apparaître tout à la fois à soi et les uns les autres. Si la photographie démocratise le portrait et fait circuler les images, le cinéma permit à la foule, grâce à l'agrandissement et au point de vue reculé, de se voir elle-même face à face. De même, les selfies permettent pour la première fois à la masse aujourd'hui de se prendre en photo. La masse n'avait pas la possibilité, on la prenait peut-être sous la forme justement du cinéma qui peut... Attendez, je vais reprendre ce que je dis. Mais peut-être que le selfie, pour la première fois, donne justement la possibilité de faire un autoportrait collectif. Bref, j'ouvre des petites questions comme ça, après on en fait ce qu'on veut ou on n'en fait rien, mais... Donc le rôle spéculaire introduit par ces appareils offre comme nul autre médium la conscience d'une individualité et d'un collectif. La production d'images et leur matérialité au sein de l'espace public dessinent donc de nouvelles scènes de représentation. Si donc d'un côté la photographie ne cesse de coder et d'imposer des types à ces figures, elle offre d'un autre côté une visibilité en leur donnant les moyens de s'émanciper, c'est-à-dire d'apparaître, d'être appareillé. Et comme le précise Déotte,
il n'y a pas de présence nue de la communauté sans mimésis originaire, c'est-à-dire sans apparence, sans spectacle. La mimésis originaire est la condition de présentation de la présence. C'est également la raison pour laquelle la présence est toujours l'enjeu de la représentation et que l'esthétique est au fond politique. Du moins faut-il ajouter que si toute communauté s'institue dans une forme, cette dernière doit pouvoir s'altérer, différer d'elle-même. Ici se joue une fois de plus l'alternative entre le dispositif et l'appareil. L'un se conforme à certains arrangements, l'autre cherche à s'en extirper, à trouver d'autres moyens d'être appareillé, d'apparaître, de se donner un visage donc. La question d'un collectif mu par une action commune devient de plus en plus problématique au fur et à mesure que nos modes d'interaction se complexifient et se diversifient. Si l'Antiquité avait son théâtre, nos sociétés ont un espace différemment appareillé qui impose de prendre la mesure de l'équipement technique, voire cosmétique de notre époque. Dans un monde omnivoyeur, numérisé, déclinant le panoptique à l'échelle mondiale, transformant le réel en image et le visage en image d'image, la relation, propre au visage et à la politique, semble glisser dans la sphère de la publicité, c'est-à-dire dans le mode du rapport, du chiffre, du calculable. Le visage, comme tout objet de circulation, comme toute marchandise, pourrait-on dire, entre dans un circuit de valeurs d'échange, quand par ailleurs, il semble de plus en plus laisser sa place à un ensemble de traces qui en déterminent la visibilité, en fonction d'une architecture algorithmique qui serait en outre composée de likes, de commentaires, etc. Dans cette perspective, on est en droit de se demander, d'une part, quelle est la portée politique des images de soi, et d'autre part, comment le principe de participation des multitudes redéfinit la notion de pluralité examinée par Arendt. Soumises à une circulation sans fin des regards, ces images sont répondre à une finalité programmatique d'ordre économique, redessinant les contours de la praxis contemporaine. Contrairement à ce qu'on est tenté de croire, le visage ne disparaît pas sous les multiples traces laissées par les individus sur les réseaux. Par-delà et au-delà des données numériques se trouvent bel et bien des singularités qui exposent des choix, des goûts ou des images d'elles-mêmes. Les visages, les avatars et autres selfies sont donc cultivés pour leur propriété d'indexation, en devenant des vecteurs d'identification pour l'irréputation ou la logique du personal branding, qui serait finalement la forme contemporaine de la reconnaissance sociale. Quand par ailleurs, la société, ses dispositifs ou ses algorithmes façonnent le cadre dans lequel, tout en se socialisant, les individus se produisent eux-mêmes par l'usage quotidien qu'ils font de ces technologies. Facebook ou Instagram, qui rappelons-le sont d'abord des entreprises, deviennent aujourd'hui des allégories du travail immatériel visant la construction de notre être ensemble. En devenant la base d'une production fondée sur la participation et la co-création, nos sociétés de connaissances tendent finalement à se confondre avec un travail de production des singularités et des collectivités, conduisant peu à peu à ce que certains appellent déjà des industries de la singularité. Il faut bien prendre en compte que finalement, lorsqu'on publie un autoportrait, un selfie sur ces réseaux, on crée du contenu, on crée de la matière première, on alimente en fait la machinerie économique de Facebook et d'Instagram. Or, ce sont nos visages, notre singularité. Plus que jamais, les visages aujourd'hui, les selfies en particulier, sont habités par une exigence d'interaction et de communication. De nombreuses études ont souligné la dimension conversationnelle des selfies, lesquels, agrémentés d'hashtags, ces fameux mots-clés, ou d'émoticônes, des emojis, on en a parlé, sont indexables, donc on les retrouve, mais organisent aussi une logique de renvoi au sein d'une communauté. Organisent finalement la circulation d'une parole. Bien que répondant à des normes esthétiques stéréotypées, on prend un selfie, les selfies
ne sauraient être repliés sur eux-mêmes. Ils sont au contraire tournés vers l'extérieur, comme le prosopone grec, et en demande d'interaction. S'il s'agit désormais de sculpter son moi avec la puissance usurpatrice des algorithmes, des likes, du buzz et autres commentaires, reste que ces selfies usent de stratégies toujours plus originales pour se démarquer les uns des autres, tout en restant connectés aux autres et au monde. Contrairement aux visages du XIXe siècle, ces visages ne sont donc plus réduits à des particularismes ou à des particularités reproductibles et standardisées, mais activent leur propre scène narrative, leur propre masque. Si désormais les technologies permettent de multiplier les échanges et les coopérations, c'est aux personnes qu'il revient en définitive de s'approprier cette culture commune en la subjectivant. Depuis longtemps, donc, l'homme est devenu un document comme les autres, dont il ne dispose plus d'une identité dont il serait propriétaire. Mais à l'opposé du visage bourgeois, les individus contrôlent de plus en plus leur visibilité et n'en sous-estiment que modérément la finalité marchande. C'est donc l'investissement et la possibilité de s'élever contre les tendances normatives de l'économie numérique en s'affirmant comme puissance de devenir et non plus comme le résultat d'une somme de données quantifiées qui devient un enjeu aujourd'hui. Entre praxis et poésis, c'est finalement la dimension créative des visages en ligne qui dicte ou non notre subjection aux technologies actuelles. En définitive, pour lutter contre les recouvrements toujours effectifs du dispositif sur l'appareil, les visages doivent peut-être être soumis à l'épreuve de leur disparition pour mieux réapparaître. J'aimerais pour conclure, et je pense que c'est un peu risqué, ouvrir la question de cet espace politique, de cette scène où s'exposent les singularités, à travers celle d'une politique de l'anonymat qui prend des formes de résistance, voire plutôt de résilience dans nos sociétés contemporaines. Cette proposition ne saurait prendre le contre-pied des thèses développées jusqu'à présent. Au contraire, les selfies, bien que témoignant d'une forme de singularité peut-être exacerbée, mettent en crise la scène politique, en tout cas le dispositif, tel qu'il fonctionne et tel qu'il s'impose à nous sur la forme d'une traçabilité ou d'un profilage continu. La nouvelle singularité, construite par les graphes et les données numériques, produit une identité sans personne, au sens où, je l'ai rappelé, le masque, dont l'ancêtre, dont la traduction donnera finalement l'idée de personnage masqué, puis de personne. Donc une identité sans personne, où l'espace de l'éthique et de la politique perd l'encens et exige d'être repensé de fond en comble. L'homme semble privé de ce masque qui avait permis pendant des siècles qu'on pût le reconnaître, en confiant sa singularité à quelque chose qui ne lui appartient plus en propre, comme ses données biométriques ou justement son éclatement dans des données. J'ai perdu la ligne. Oui, au point d'être prisonnier d'un visage qui serait, lui, discrétisé, éclaté dans un pluralisme et non dans la pluralité. Certes, le selfie tente d'exister dans ce qui n'a pas de nom et dans la tentation de la publicité, mais évoluant dans un espace des apparences d'un nouvel ordre, il éprouve et pratique solitairement la communauté des destins humains. Je m'arrêterai là. Je vous remercie.